Pauletta dans la surface, la frappe. Oh le but exceptionnel encore une fois face à un Barthez maudit devant le Portugais. Pedro Miguel Pauletta. Ce coup franc. Oh là 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 là. Zlatan Ibrahimovic, 25e minute, le doublé en 2 minutes. Ça allait trop vite pour le mur, ça allait trop vite pour Steve Mandanda. Le PSG s'est qualifié pour les 8e de finale de la Ligue des Champions pour la 10e fois consécutive mercredi soir lors du match contre Manchester City, mais malheureusement le score a été négatif. Le PSG a perdu 2-1 à l'Etihad Stadium. Le score ne reflète pas du tout le match, pas parce que le PSG méritait mieux, mais parce que le PSG méritait pire, c'est-à-dire il méritait de prendre 3, 4, voire 5 buts. Et on va revenir sur cette prestation qui n'est pas la première et on espère la dernière, mais je pense qu'avec ses intentions de jeu à Pochettino et certaines attitudes sur le terrain, Rafik, les problèmes ne sont pas propices à être résolus dans le court terme du moins. Franchement, je vois peu de... J'ai pas beaucoup d'espoir en vrai pour cette saison. On joue mal depuis le début de saison, ça c'est vrai. On est dans la continuité de l'année dernière. Il y a des attitudes sur le terrain, c'est honteux. C'est honteux de pas s'investir. Il y a une première place en jeu et je sais pas, on court pas. Surtout les 3 devant qui courent pas, qui marchent dans la même zone. Franchement, franchement, j'ai vraiment pas d'espoir pour cette saison. Nams, on a vu gros recrutement cet été, avec la demi-finale de l'an passé, la finale d'il y a 2 ans. On pensait voir un PSG grand favori pour le titre final de la Ligue des Champions. Ce n'est même pas la fin de la phase des poules que le PSG est assuré de finir 2e avec seulement 8 points en 5 matchs. Est-ce que c'est cataclysmique ou c'est seulement inquiétant, mais le PSG peut se refaire par la suite? Déjà, bonsoir les gars, bonsoir à tous. C'est un peu inquiétant. C'est dans la continuité des dernières semaines. On a un PSG qui démontre rien, qui n'a aucune identité, aucune compo. Pochettino a changé 100 fois. Hein, donc, jamais 2 fois de suite la même compo. On comprend pas où ils vont en venir. Toujours ce problème de voir Messi à droite. Pas de prise de risque, pas de changement, enfin, c'est très gentil, hein. De un, je trouve que c'est très très gentil. Nous ne sommes qu'en novembre, mais je pense que nous ne sommes pas dupes, hein. Nous n'avons pas 12 ans, hein. Je pense que nous sommes assez lucides. Et ça risque d'être très compliqué. Donc je ne sais pas contre qui on peut tomber en étant 2e, mais il n'y a quasiment que des gros morceaux. Et ça peut être très compliqué. On y reviendra par la suite. Le PSG peut tomber face à Liverpool, peut tomber face à l'Ajax, peut tomber face au Real ou à l'Inter, peut tomber face au Bayern, peut tomber face à Manchester United, peut tomber également face à Chelsea ou la Juve. Que du lourd, messieurs. On va venir sur le match. Alors avec plusieurs thèmes, hein. Je vais revenir brièvement sur le match et je vais vous demander, messieurs, pour vous, qui sont les premiers fautifs, les plus gros flops. Le deuxième thème, forcément, ils vont en faire partie, je pense, mais le Mbappé, Messi, Neymar devant, donc le trio magique, savoir quels sont les principaux problèmes en fait de ce trio, parce que là, clairement, c'est alarmant. On pensait qu'il y avait un semblant d'automatisme qui commençait à monter depuis quelques matchs en Ligue 1. Et là, ce match-là démontre qu'au final, que tout est à refaire et qu'il y a beaucoup de travail qui leur attend pour se mettre au diapason. Un milieu de terrain également qui a été encore fébrile, hein. On a vu la photo sur les réseaux sociaux avec un milieu de terrain complètement déconnecté sur le repli qui laissait des boulevards à Rodri notamment. Donc on va revenir sur ce milieu qui a été encore une fois fébrile et encore une fois sans Verratti qui a déclaré forfait quelques heures avant le coup d'envoi. Donc ça, on va y revenir. Kimpembe, on va quand même finir sur une note plutôt positive. Kimpembe qui a fait un match plutôt intéressant. On ne sait pas si c'est parce que Ramos était sur la feuille de match et ça lui a mis une petite alerte aux fesses pour qu'il puisse rester concentré, mais bon, on va revenir aussi sur sa prestation et parler un peu des tirages au sort à venir pour les 8e de finale et qu'est-ce que le PSG devrait hériter et qu'est-ce que vous aimeriez même vous les auditeurs et les consultants pour ces 8e de finale.
Donc je vais revenir un peu sur l'effet du match. Donc après une première mi-temps très très dominée par Manchester City, avec notamment un poteau de Gundogan, notamment par l'occasion de Mbappé, la seule occasion de la première mi-temps, son enroulé, on le disait en off, un enroulé FIFA un peu appuyé sur la touche R2 sur son enroulé. Donc Paris s'en est sorti miraculeusement avec 0-0 à la mi-temps. Au final, Mbappé était en route pour le braquage en ouvrant le score à la 50e minute après un décalage de Neymar pour Mendes avec Messi. Il y avait une belle combinaison, donc pour le coup ça a été un des rares faits positifs côté parisien, mais au final le PSG ne s'est pas remis en cause et a continué à faire du pouce-ballon et du non-repli, et ça a forcément amené une égalisation logique de City par Sterling qui était seul au deuxième poteau après un centre, alors c'était un centre de Mahrez, je crois, qui était dévié par Jesus. Et enfin, c'est Walker. C'est Walker qui centre et Jesus qui dévie légèrement pour Sterling qui était au deuxième poteau. Et enfin, une magnifique action alors avant, c'est vrai que Neymar rate une énorme occasion face au but. Et sur le contre après suivant qui suit, c'est vrai que City va mettre le deuxième but avec Mahrez qui sort au deuxième poteau pour Silva qui met une remise incroyable pour Jesus qui a juste incroyable un quart d'heure de la fin. Bref, dans tous les cas, messieurs, on est tous d'accord pour dire, et Rafik, je vais te lancer. Est-ce que pour toi, en fait, moi je vais te donner mon avis, mais c'est un peu le même acabit que le match aller, sauf qu'au match aller, City n'a pas inscrit ses buts, tout simplement. Pour moi, c'était un peu un copie conforme du match aller, sauf que au milieu de terrain, il y avait encore moins de présence, et au final, leur prestation était tout aussi intéressante. C'est vrai que là, en tout cas, la première mi-temps, on va dire jusqu'à l'ouverture du score du PSG, ça ressemble à beaucoup de matchs du PSG en Ligue des Champions où on joue contre une équipe qui est plus forte que nous au football, qui nous domine, et on est soit sauvé par un Keylor Navas ou par une défense qui sort un gros match, et on réussit à punir en contre-attaque. Donc franchement, après le premier but, je me dis ok, ça va encore être ce scénario. Je crois qu'on commence à être vraiment très très bon dans ce scénario, mais finalement City était vraiment trop fort, trop fort. La première mi-temps, pour moi, c'était 2-0 minimum comme pour City, parce qu'il n'y a pas que le poteau, il y a aussi des sauvetages sur la ligne. Il y a le sauvetage de Hakimi qui dévie, t'as Kimpembe, t'en as même un troisième, c'est peut-être il y a un sauvetage de Marquinhos, pas sur la ligne, mais c'est un quasi-sauvetage. Et puis même Donnarumma qui a fait quand même 2-3 arrêts quand même bien décisifs. Donc, Navas. Navas, ouais, je dis Donnarumma, n'importe quoi. Navas qui a fait des arrêts super décisifs. Oui, clairement. Pour ne pas changer. Ouais. Heureusement qu'il était là d'ailleurs. Totalement. Première mi-temps, franchement, on boit la tasse. Deuxième mi-temps, on repart avec, on va dire, avec quand même de meilleures intentions. On se dit bon, ok, deuxième mi-temps, on remet les compteurs à zéro, on oublie ce qui s'est passé première mi-temps. Il y a le but, et même après le but, je vois que c'est le PSG tient le ballon. Le PSG tient le ballon. Je dis vraiment le vent tourne. Il y a même moyen d'en mettre un deuxième et de punir. Et on est retombé dans nos travers de la première mi-temps après une vingtaine de minutes de jeu en deuxième mi-temps. Du mal à trouver les trois devant. Comme les trois devant ne sont pas trouvés, ils commencent à avoir la flemme de faire les efforts. Et après, c'est un cercle vicieux. On fait pas d'efforts, du coup, c'est encore plus compliqué pour les mecs du milieu de trouver les mecs de devant. Et voilà, et c'est effet boule de neige. Nams pour faire les tops et flops là, parce que je pense qu'en termes de flop on va beaucoup parler. On va commencer par les tops. Là je vais te demander d'en citer au moins 2 voire 3 si possible. Est-ce que tu es capable de me donner 3 tops? Ça va être compliqué. Dans les tops je mettrais Navas, ensuite Marquinhos et peut-être Kimpembe a été meilleur que ses dernières prestations. Marquinhos a été un peu moyen dans le sens où Marquinhos nous habitue toujours à de très bonnes prestations. Donc on peut dire que c'est moyen. Ouais. C'est moyen, mais franchement, s'il est pas là, on prend. C'est ça. On va dire que il tient émotionnellement l'équipe. C'est ça. En fait, c'est qu'il est habitué tellement à des prestations un peu comme Thiago Silva le faisait à l'époque, tu vois. Donc quand il est un peu moins bien, t'es un peu déçu, tu vois. Après, je trouve quand même moi que Marquinhos c'est le seul Parisien
qui ne s'apprêtait pas à dégager en catastrophe au moindre pressing. Il arrivait à faire des relances proprement. Et même si sur l'égalisation, il se fait un peu surprendre sur le centre de Walker, je trouve quand même que Marquinhos a quand même été cohérent malgré la défaite. Donc c'est vrai que la charnière Marquinhos-Kimpembe a quand même tenu son rang, et Navas, c'est vrai que les trois, Navas, Kimpembe, Marquinhos, je pense que c'est les trois seuls qui ont montré un visage digne de l'importance de cette rencontre au niveau Ligue des Champions. C'est ça. Ouais, tu voulais rajouter un truc? Peut-être, je sais pas, Mbappé, peut-être, ouais, ce serait pour son but, mais sinon, Mbappé, en bonus. Mbappé serait vraiment un bonus, tu vois. Ouais, sinon, non, voilà. c'est dur Mbappé, hein. En tout cas, toi, Rafik, je te laisse finir sur les tops, et je te laisse la voie royale pour nous donner tes flops. Non, mais les tops, de toute façon, il n'avait pas beaucoup à dire, hein. Il les a tous dit. Moi, je sais pas, j'aurais dit Navas, les deux dans l'axe. Et franchement, allez, une grande première dans Patience Saint-Germain. La première mi-temps de Paredes, il s'est fait boire. Il s'est fait boire comme tous les autres milieux. Mais franchement, il y a des moments où il arrive en deuxième, troisième rideau, et il sauve un peu, on va dire, il sauve un peu l'équipe en deuxième, troisième rideau. Mais il s'est fait boire sinon. Ce qui me fume, c'est que Rafik, il peut pas juste dire, bon, Paredes, je mets que son première mi-temps. Il est obligé de dire, il a dit 3 fois, il s'est fait boire quand même. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est la vérité, il s'est fait boire. Le milieu du PSG s'est fait boire. Il a été incapable de. Bon, de toute façon, j'ai même pas compris pourquoi on ressortait à chaque fois de la ligne, des 6 mètres, avec aucun joueur capable d'avoir la maîtrise technique, la lucidité, la maîtrise émotionnelle pour pouvoir rester bon techniquement avec le gros pressing de City. J'ai pas compris. T'as Gay, t'as Paredes, t'as Herrera. Arrête ça tout de suite. Et franchement, ouais, Paredes, je le mets en top. Et en flop, déjà les trois de devant. Déjà Neymar le premier, Neymar le 1. Ouais, en 1 Neymar devant Messi, tu penses? Oui, Neymar devant Messi, parce que Neymar, il est vraiment, c'est vraiment flagrant comment il est à contre-temps. Tu sens que il est pas, tu vois, il est pas fit. Les trucs qu'il faisait avant, des choses qu'il faisait même il y a 1 an et demi, il arrive plus à les faire, il arrive plus à déborder les personnes. Son raté du gauche, mais c'est pas qu'il rate, genre, ça aura du poteau, mais elle va loin, elle va à 2 mètres des cages. Ça lui ressemble pas. Ça lui ressemble pas. C'est un joueur qui a naturellement une bonne finition. Donc quand tu vas rater des trucs comme ça, tu te dis ouais, ça lui ressemble vraiment pas, ça. C'est trop, mais il la met loin, mais vraiment loin. En plus aussi, au bout d'un moment, t'as aussi une image où il se fait un peu réprimander parce qu'il perd le ballon à 35-40 mètres de la surface. Il s'est un peu réprimandé. Le mec, au lieu de dire ouais, ok les mecs, j'avoue j'ai merdé, c'est limite il était en mode commencez même pas. Il était, franchement, moi je trouve que, je sais pas, et aussi il a un peu ce péché mignon qui des fois peut jouer contre nous, c'est que vraiment des fois il cherche trop Messi, et du coup tout ce qu'il fait devient téléphoné et facile à défendre. Et franchement il a perdu de son imprévisibilité, vraiment. Et après, moi franchement, pour rajouter ta liste, franchement moi Messi quand même, je mettrais quand même les 3 devant. Mais Messi quand même, c'est quand même inconcevable d'aussi peu courir. Je trouve que Messi il a vraiment fait des choses pour moi indignes. C'est-à-dire que ok, on a l'habitude de voir pas courir, etc. Mais là, c'est trop. Non, là c'est trop. C'est comme si t'es sur le terrain, tu sais, quand tu marches dans la rue, t'as raté ton bus, et t'es là, comment je vais faire pour aller au taf? Et t'es là, tu marches un coup à gauche, un coup à droite, tu rêvasses. Tu vois, tu sais pas, il savait pas ce qu'il faisait là. Mais quand tu vois les images, tu as le focus sur lui. Mais moi, je suis son coéquipier. Je mets une balle derrière la tête. Je dis, fils de, vas-y, bouge ton cul, là. T'as peut-être 5 ballons d'or. Bouge ta grand-mère, là. Moi, je trouve qu'il a très, très mal réagi au fait que
les milieux avaient du mal à le trouver. Et je pense que quand il est dans cette situation, je pense que dans cette situation-là, il s'est dit, bah vas-y, Nick, moi c'est bon, je baisse tout ce soir. Mais en tout cas, je vais donner quelques Mais honteux. Mais en tout cas, je vais donner quelques chiffres qui témoignent de la fébrilité offensive du PSG. Seulement 10 ballons ont été joués dans la surface de City contre 23 dans la surface parisienne de la part de City. Il y a également... Ça va en vrai. Ouais, Moi, j'en étais à pire. Moi. Bah, attends, contre City, on parle de. Ah non, excuse-moi, je me suis trompé. Excuse-moi, je me suis trompé. J'ai dit combien? 23? Non, c'est 38. Non, 38. Ah, 38 à 10. Manchester City, non, okay, c'est moi qui me suis trompé. Manchester City a joué 38 ballons dans la surface des Parisiens et Paris 10 ballons dans la surface de City. Parce qu'en vrai, 23-10, ok, on est en dessous. Mais ça va, tu vois, je me dis, en vrai, ça va 23-10 parce que City est plus fort que le PSG. Et City, c'est peut-être aujourd'hui, c'est top 3 des meilleures équipes en Europe, pour ne pas dire la meilleure. Mais je sais pas. 38 à 10, 16 tirs contre 7. Donc 16 tirs de City et 7 parisiens. Keylor Navas qui a touché plus de ballons que Mbappé. 43 contre 42, ce qui est quand même grave. Les dernières statistiques également. Donc je parle pas uniquement des possessions quoi, mais les Parisiens ont couru 6 km de moins que les joueurs de City, alors que City avait plus la balle que les joueurs parisiens. Ce qui est quand même un paradoxe. Enfin, je trouve, moi cette stat, elle me fume. Comment tu peux moins courir que l'adversaire qui avait le ballon par rapport à toi? Normalement, c'est quand t'as pas le ballon, tu cours plus. Moi, je trouve ça quand même dingue. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Je sais pas. Après, je sais pas avec City. Moi, je sais pas avec City. City, c'est une équipe aussi qui bouge beaucoup. Ça court de partout, ça fait des appels de partout, donc je sais pas. Mais franchement, de toute façon, il y a même pas besoin de sortir cette statistique, Raphaël, pour comprendre que il y a juste à regarder le match. On était vraiment ailleurs. Non, c'est clair. Ailleurs et très faible. Et honnêtement, j'ai limite presque pas de mots. c'est pas de la résignation, mais tu te dis, mais j'ai l'impression que Pochettino nous contamine tous. Parce que mais on est nul, Nams, même avant Pochettino. Oui, c'est vrai, même avant, c'est vrai. Ouais. Mais je pas Pochettino, j'ai pas Pochettino quand je dis ça. Quand je le vois sur le banc, je me demande à quoi il pense. Est-ce qu'il y aurait-il pas un autre schéma que le 4-3-3? Blanc était là en quelle année? 2014, il est arrivé en 2014? 2013. 2013, ok. Oui, 2013, ok. Donc première saison 2013-2014, on est en 2021. Et j'ai l'impression que depuis ça, on joue en 4-3-3 et on met juste des joueurs et on ne change pas de schéma. Peu importe les joueurs que l'on a, on met un système et c'est les joueurs qui doivent s'adapter au système et pas l'inverse. Et je comprends toujours pas, c'est un truc dont on avait parlé en août, hein. On en avait parlé voire en juillet, voire août. Nous sommes en novembre, bientôt en décembre. Nuno Mendes et Hakimi sont idéalement des pistons. Même si Ramos ne joue pas, tu peux essayer à 3 défenseurs. Tu peux jouer à 3 défenseurs. Tu peux mettre, je sais pas moi. À ce rythme-là, hein, quand je vois des joueurs avec aussi plus d'envie, même le El Shaddai, je le mets. Tu sais, je vais même pas regarder l'âge, hein. Je le mets. Parce que je vois des joueurs qui en ont rien à foutre. Ils en ont rien à foutre. C'est pas possible. Tant que c'est pas Xavi Simons, je suis ok. Même lui, je crois lui donner sa chance. Non, commence pas. Je sais pas, honnêtement, je sais pas ce qu'il vaut. Pour l'un de Moi aussi, je sais pas ce qu'il vaut. C'est gratuit, alors. Les gars, en parlant de la petite transition, en parlant des joueurs qui en ont rien à foutre, c'est vrai que Mbappé, pour le coup, je le mets pas dedans, mais il fait partie de la triplette offensive qui, clairement, n'avait pas l'attitude de grand match. Mbappé, je pense que c'est plus un manque de niveau qu'il a eu hier et manque d'opportunité également et de maladresse. Neymar et Messi étaient plus dans un espèce de je m'en foutisme. Donc, toi, Rafi, comment tu décris un peu ces mots MAUX, bien sûr. Quels sont les problèmes qui empêchent justement cette triplette qui est sur le papier est juste incroyable de fonctionner? Je dis pas de mettre 5 buts par match, mais au moins d'avoir une ADN offensive, surtout que sur les 3, il y en a 2 qui ont déjà joué plusieurs années ensemble au FC Barcelone. Déjà, de toute façon, ça on l'a dit plusieurs fois. Déjà les placements des joueurs, de mettre Messi sur le côté droit, mais côté droit genre bien excentré, genre des fois tu vois il part de la ligne de touche. Déjà ça c'est criminel. Ça empêche Hakimi. Mais
là, en fait, en y pensant, mais en vrai, sur les derniers matchs que j'ai vus du PSG, j'ai peut-être raté 2 matchs récemment, mais sur les 5-6 derniers matchs que j'ai vus du PSG, mais Hakimi, je le vois presque jamais dans la surface adverse, alors que c'est un mec qu'on voit souvent dans la surface adverse par rapport au début de la saison où il était tout le temps dans la surface adverse, on le voit presque plus du tout. Hakimi aujourd'hui, c'est un arrière droit aujourd'hui, c'est plus un piston. C'est ça. PSG. C'est ça. Et en fait, juste termine Nams, c'est que en fait, il y a déjà le mauvais placement des joueurs, la baisse de forme, la baisse de régime, la baisse de niveau de Neymar. Plein de choses comme ça, ça pour moi ça conduit au fait que les 3 devant ils sont, t'as les 2 qui s'en foutent parce que ils arrivent pas à jouer comme ils le veulent, et t'as Mbappé à côté. Et Mbappé quand même, le mec comme il est plus jeune, franchement court Mbappé marche pas. Ok, d'accord, les 2 autres c'est du m'en foutisme, mais franchement t'as 23 ans, cours wesh, c'est bon, cours wesh, t'es jeune. Oui, mais tu sais, c'est comme quand t'as ton pote qui fout la merde, t'as un autre pote qui fout la merde en cours, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas les suivre. Lui, c'est pareil. Tu vois, lui il court pas, l'autre aussi il court pas, pourquoi moi je courrais? Tu vois? Ouais, mais pourquoi il se met à leur... Moi j'aime pas le fait que aussi ils se mettent à... J'ai l'impression qu'ils se mettent à leur égal, tu vois. Franchement, donne tout et fais comme si t'étais pas à leur égal. Et je sais pas, il est trop, tu vois, il est trop rentré dans ce concept de triplette, et du coup il fait tout pareil qu'eux. Franchement, cours. T'as 23 ans, cours. Et Nams, est-ce que la solution, ce serait peut-être pas en sortir un des 3 et mettre par exemple Di Maria, qui pour le coup n'est pas exemple de tout reproche à chaque fois, mais qui a prouvé qu'il pouvait s'adapter parfaitement à ce système-là et à jouer avec plusieurs types de profils, aussi bien Zlatan que Cavani? C'est pas du tout bête ce que tu viens de dire, faudra en sortir un. On aimerait tous, hein. Mais je pense que tu sais que c'est impossible. Je pense peu importe le coach, hein. Je pense qu'à ce niveau-là, soit Nasser interviendrait ou l'émir interviendrait. Oui, bien sûr. Moi, dans ce moment-là, j'aimerais bien être coach à la place de Pochettino, là. Qui vient de me dire, l'émir, là, c'est mon employeur qui vient de me dire, fais pas ça, et je vais lui cracher dessus. Que Nasser, il vient de me dire, ouais, je lui crache dessus aussi en plein visage. C'est moi le coach. Non, c'est moi qui gère le sportif. J'espère que t'as pas dit ça dans un autre contexte non plus. Hein, Non, on parle de manière, cracher tel un lama. Mais, ouais, donc voilà, c'est le sportif, c'est le coach qui doit gérer ça. Le sportif, c'est le coach qui doit gérer ça. Mais là, je vois, plus la saison avance, je vois juste un empilement de joueurs. Il y a peut-être 3 bons coups, c'est Donnarumma, Hakimi, Nuno Mendes. 2 de ces 3 recrues sont mal utilisés. Messi est très mal utilisé. Et ce qui me choque, il a 35 ans, peut-être 34 ou bientôt 35. Bientôt 35 ans. Le mec ne court plus. Il est plus en capacité de courir. Mettez-le dans un positionnement, à la limite. Faites le jeu autour de lui pour qu'il puisse servir en abondance un joueur comme Mbappé. C'est un mec qui peut te servir, il utilise toutes les surfaces de son pied. Enfin, j'arrive pas à comprendre comment on peut continuer d'empiler les joueurs saison après saison. On est en 2021 et j'ai l'impression qu'on comprend rien, qu'on fait les mêmes erreurs saison après saison et que c'est aucun coach ne fait le recrutement. T'as un DS au-dessus de toi, t'as un directeur qui va prendre des joueurs et qui te les impose. Mais comme ça, t'as juste les mains liées. Tu fais avec ce qu'on donne, tu vois. C'est comme si toi, tu veux manger tel plat, on te dit non, moi je te donne ça, donc tu manges ça. T'as pas le choix. C'est un peu ça. Et c'est pas cohérent, et c'est pas possible de réussir. Franchement, ce serait un miracle de gagner la Ligue des Champions dans ces conditions-là, parce que tu peux avoir toutes les stars du monde que tu veux. On l'a vu avec les Galactiques 1.0 par exemple. Voilà quoi. Le football, c'est autre chose qu'empiler des stars. Il faut que Pochettino aussi tente autre chose. Tactiquement, il doit tenter autre chose. Il y a quoi, 11 points d'avance sur le deuxième en championnat? 11 points d'avance? Qu'est-ce qui t'empêche de tenter quelque chose? Même si on perd un match, ou 2 matchs, et que tu tentes des trucs, et qui est une idée, un truc, qu'on sache où il veut aller, tu vois. Ouais. Mais là, on comprend rien. Tous les matchs, tu les regardes, mais tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe là? En fait, tu vois des joueurs de fou, mais t'as l'impression de voir le PSG 2006-2007 ou 2007-2008. Ouais, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le milieu de terrain d'hier soir ressemblait au milieu de terrain de 2007-2008, et la fréquence de blessures
de Guillaume Haro sur sa saison 2010-2011 se retranscrit sur la fréquence de blessure de Verratti depuis des années parce que Albert Banning pour avoir sa place. Albert Banning, exactement. Bon là, quand même. Oh là. En tout cas, Rafik, c'est vrai que là on va parler des milieux de terrain parce que en attaque il y a un vrai problème, mais au milieu de terrain aussi. Et il y a un double problème, c'est-à-dire que déjà, Pochettino n'arrive pas à mettre en place un milieu de terrain fiable et correct dans le plan où il n'y a pas de régularité. Donc, c'est dû à peut-être une faiblesse de qualité aussi bien tactique que technique, mais aussi parce que le leader technique sur le papier qui s'appelle Marco Verratti a encore déserté et au final, tu ne peux pas compter sur un milieu fiable quand ton leader n'est pas fiable, en fait, tout simplement. Donc, voilà, je voulais revenir là-dessus et avoir ton avis sur la question. Franchement, t'as dit les deux problèmes du milieu. Le fait que le leader technique du milieu, il a aucune régularité. Il est pas au niveau du statut qu'il a. Trop de blessures. Et je pense que c'est le fait qu'il se blesse trop. Faut arrêter de dire que c'est de la malchance. Au bout d'un moment, il y a aussi d'autres paramètres. Mais aussi, faut aussi pas se mentir, les milieux du PSG n'ont pas le niveau des milieux des plus gros clubs. Franchement, Gay, Herrera, bon, ils ont fait un très bon début de saison, mais là c'est bon, là on revient ils reviennent à leur niveau. Paredes, tout ça. Franchement, est-ce que c'est à le même niveau que le milieu de City? Absolument pas. Genre même Zinchenko au milieu, mais il est peut-être meilleur que tous les joueurs que je viens de citer. Ouais. Et alors que c'est un arrière de base, c'est un arrière, enfin un arrière piston, mais on n'a pas le niveau de genre aussi du milieu de Chelsea. Nos milieux ne sont pas aussi bons que les milieux de Chelsea. N'Golo Kanté, Jorginho, Saúl Ñíguez, etc. Exemple, c'est pas le même niveau. Je peux trouver plusieurs autres cas, mais c'est juste on n'a pas le niveau au milieu. On n'a pas le niveau et on a un leader pas fiable. Et son milieu, c'est compliqué déjà de trouver c'est compliqué de trouver Messi, qui est le principal playmaker du PSG. Messi ne peut pas non plus descendre trop bas, sinon il est trop loin de la zone de décision. Et non, franchement, l'effectif est mal construit. En fait, on dit des choses qu'on a dit il y a 4 mois, il y a 3-4 mois avant de lancer la saison. Franchement, là, on est en train de dire les mêmes choses. Au final, par rapport à l'analyse de Rafik, toi, Nam, c'est à l'attaque qui va pas, le milieu qui va pas. On sait que c'est la défense, c'est le gardien qui sont entre guillemets aujourd'hui, enfin la défense centrale, surtout Marquinhos, nos seules valeurs sûres. Est-ce que je voulais aussi donner un petit mot par rapport à Nuno Mendes, parce que c'est vrai que c'est un joueur qu'on n'aborde pas trop pour essayer de parler d'autres choses. Est-ce que Nuno Mendes, toi, est dans la progression constante positive, ou est-ce que tu sens que il est un peu comme Hakimi sur la suffisance depuis quelques semaines? Non, moi j'aime bien. Il est très jeune, il a 19 ans, et très prometteur. Je pense qu'il a une très grosse marge de progression. Et je pense à cette action, tu sais, où il est côté gauche, il repique dans l'axe et il frappe. Tu vois, à ce moment-là, il cherche une solution, il voit que personne ne propose, il y va. Tu vois, cette prise de risque, le jeu vers l'avant, c'est un latéral moderne, qui attaque, qui dribble, qui centre. Il a 19 ans. Et je pense qu'on peut s'estimer heureux de l'avoir. J'attends de voir, hein. J'attends de voir. Mais franchement, ça m'a l'air d'être une très bonne pioche et moi, je suis content. Je suis content de ce qu'il apporte. C'est vrai que là, il y a beaucoup de choses un peu négatives. On va peut-être parler un peu de positif parce qu'on a beaucoup critiqué à juste titre. Je vais te laisser la parole, Naps. Kimpembe, pour le coup, hier, il a sorti un match cohérent. C'était drôle parce que je parlais avec un ami en première mi-temps. On disait que Kimpembe, il devait attendre le retour de Ramos sur la feuille de match pour se bouger le cul un petit peu. Et 30 secondes après, il a été, je sais pas si vous vous rappelez, en première mi-temps, là, il a essayé de faire une relance un peu hasardeuse et il s'est fait prendre la balle au pied dans ses 30 mètres. Donc c'est un peu du Kimpembe, c'est-à-dire qu'il est limité sur certaines phases, mais des fois quand on a besoin de lui, il répond présent. Mais en fait, le problème de Kimpembe, c'est que il est toujours assujet à faire une dinguerie ou à se faire surprendre parce que on sait que sa concentration est parfois douteuse. Donc là,
Hier, pour le coup, son match a été quand même très très régulier et très propre par rapport aux assauts offensifs de City. Je pense que ce match peut être un déclic pour lui, parce qu'on a vu qu'il était dans une phase quand même compliquée mentale, parce que je pense que c'était en termes de confiance que ça n'allait pas. Tu penses que ce match, toi, Nam, ça va le permettre de rester sur une constance positive pour la suite? Oui, oui, j'espère. Je pense, oui, il est capable de retrouver un niveau correct, avoir un bon niveau, voire très bon niveau, et à voir justement, à voir. Je pense qu'il a pas pu perdre ses qualités comme ça, mais ouais, il serait temps qu'il se réveille. On a besoin d'une charnière centrale haut niveau. Non, bah en fait le souci, c'est qu'il y a une vraie Marquinhos dépendance, et ce serait bien que Kimpembe C'est ça, arrive c'est ça. à être là, même sans Marquinhos. Quand je dis sans Marquinhos, c'est quand même Marquinhos n'est pas présent et Ouais, qu'il est sur le Kerrer, quand il joue terrain. Kerrer. Oui, voilà, c'est ça. C'est qu'il faut que Kimpembe ait la taille patron comme il le prétend sur ses qualités athlétiques. Donc là, Kimpembe, hier, ça a été un gros match assez intéressant. Et forcément, on va parler de la qualification que le PSG a obtenue malgré la défaite, Rafik, parce qu'on rappelle que Leipzig, c'est 5-0 contre Bruges, 7 buts en 5 matchs de Ligue des Champions pour Nkunku. Je pense que ça a le mérite d'être mentionné dans Passion Saint-Germain pour l'ex-Titi parisien, parce que c'est encore une erreur de casting peut-être de vouloir privilégier les stars et jeter les forces en présence pour les voir éclore ailleurs. Après, rien ne dit que Nkunku aurait performé de la même sorte au PSG. Mais je pense que Leipzig, c'est très 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 bien pour lui. Il est fort là-bas. En fait, j'ai pas envie de dire que il serait aussi fort au PSG. Mais c'est vrai que peut-être en tout cas, il y a des jeunes qu'on aurait pu mieux gérer. Mais voilà, je peux pas dire que Nkunku serait fort avec le PSG. Il était bon déjà, il était bon, pas fort, c'est vrai qu'il était bon. Ouais, mais c'est voilà, mais en fait, c'est pas parce qu'on est fort avec un club qu'on est obligatoirement fort avec tous les clubs. C'est pas les mêmes contextes, c'est pas les mêmes contextes, c'est pas les mêmes environnements. C'est pas les mêmes environnements. T'as des mecs qui peuvent être super forts dans des clubs de niveau 1, de rang international, mais être moyen pour des clubs avec d'un rang inférieur. Et le contraire aussi. Le contraire est valable aussi. Donc, franchement, il y a rien à dire. Mais du coup, par rapport au tirage au sort, bah franchement, j'espère que Man U va finir premier déjà. Comme ça nous donne encore une chance de tomber contre une équipe qui est moins forte que nous. Ouais. Non, mais franchement, Après, il il y aura le premier du groupe. En fait, S'il n'est pas premier. Ouais, mais Oui, s'il n'est pas premier. Ouais, c'est-à-dire s'il n'est pas premier, c'est chaud, hein, parce que C'est bon, ça. Déjà, il y a ce groupe. Il y a aussi ce groupe. Ouais, ok. Bah, il y a non, mais ce- tu peux pas s'il affronter n'est Lille. pas- Non, mais tu peux pas affronter Lille en huitième. Oui, mais s'il n'est pas premier. Ouais, S'il c'est n'est ça. pas premier. Il y a le premier. Franchement, l'Ajax, ça se prend, même s'ils sont ils sont très très bons. Franchement, on peut se faire sortir par l'Ajax, mais je serais pas dégoûté de les prendre. Mais par contre, je pense qu'il y a peut-être, je pense que Liverpool a évité, Chelsea a évité. Oh, ah, Tourelle, il se ferait un plaisir de se venger. Hein. Ah, non, mais Mettez-leur ça, si vous voulez leur mettre 8-0, mettez-leur 8-0 qui va leur dire avant le match. Ouais. Non, faut éviter Chelsea. Donc moi, le bon tirage, Man U, Ajax et le premier du groupe G si Lille n'est pas premier. Ah, attention à l'Ajax aussi, hein. C'est grave, c'est ce que j'allais dire, même l'Ajax, j'ai Non, peur. Non, mais Mais je comprends ce qu'il veut dire. Oui. j'ai dit que l'Ajax peut nous taper. Mais franchement, si on prend l'Ajax, genre, je vais pas non plus être en mode putain, c'est en vieux tirage. Il y a pire. Il y a le Bayern, il y a le Real, il y a Chelsea ou il y a Liverpool. Franchement, ces 4 premiers-là, j'ai pas envie de les prendre. Après, le Real Madrid, bon, Le Real Madrid, c'est le Real Madrid avec Ancelotti, ça m'a l'air d'être comme un peu oui, plus ça s'est sérieux. amélioré, oui, c'est vrai, ça s'est amélioré. T'as des mecs comme Vinicius qui ont progressé. T'as Benzema qui est chaud. C'est une grande institution. Jouer une grande institution, même s'ils sont moyens, c'est compliqué de jouer une grande institution en Ligue des Champions parce qu'il y a le poids de l'histoire et que c'est un club qui sait. Voilà, c'est un club. C'est toute institution sait comment on peut passer à un huitième de finale.
le Real Madrid c'est beaucoup mieux passé, c'est beaucoup mieux que nous passer en huitième de finale. Comment ça s'est passé, toi, ton ressenti sur ta réflexion sur le tirage au sort, Nams? Toi, t'as envie de choper qui? Et est-ce que ce serait peut-être pas mieux, limite, d'avoir peut-être un très gros pour le PSG, ou un petit, enfin, pas un petit, mais une équipe peut-être moins éloquente sur le papier pour s'en sortir? Alors, là, il y a deux choses. Si je parle avec toute franchise avec la haine que j'ai, qu'on prenne un gros et qu'on se fasse dégager et qu'on change tout, que Nasser il va se faire foutre et tout le monde, là, le staff, là, Leonardo, tout ça dehors, Pochettino dehors, la moitié de l'effectif vas-y dehors, on reconstruit tout. Après, si je parle de manière, je dirais, de manière subjective, vaudrait mieux prendre un club plutôt abordable parce que ce PSG là, j'ai pas l'impression qu'il puisse faire comme l'année dernière. J'ai pas l'impression qu'on puisse faire qu'on puisse refaire ce qu'on a fait l'année dernière. Après, c'est vrai un gros match, une grosse confrontation serait pas mal parce que les joueurs seraient forcément seraient obligés de mettre leur tenue de gala. Hein. Mais j'ai du mal à croire qu'on puisse refaire ce qu'on a fait l'année dernière. Barcelone, Bayern. Ouais, ça me semble assez compliqué. Donc il vaudrait mieux prendre un club assez prenable pour nous. Ah, c'est vrai que les clubs que j'ai listés tout à l'heure, il y a que du lourd dans tous les cas. Je pense que le PSG va devoir retrousser les manches et surtout le match retour, messieurs, qui sera à l'extérieur. Et quand le PSG se déplace à l'extérieur au retour, c'est pas souvent bon signe. Donc à voir sur la... Voilà, on a vu que Manchester City nous avait éliminés en 2021 à l'extérieur. Idem pour Barcelone 2017. Après, c'est pas forcément un gage de sûreté, mais dans tous les cas, finir à domicile, c'est toujours un avantage, surtout avec un public. Pour le coup, les matchs maintenant sont avec public. Moi, à titre personnel, franchement, j'aimerais bien... je sais pas pourquoi j'aimerais bien voir le Real Madrid, parce que j'aime bien les grosses affiches. Et puis, je trouve que le Real Madrid, c'est une équipe que tu peux embêter, même si t'as des lacunes sur pas mal de points. T'as quand même Neymar et Messi qui sont anciens Barcelonais, qui aiment toujours ce genre de match. Sergio Ramos aussi, et Navas, c'est un madrilène. Je pense que il y aura un bon goût de revanche et de hargne sur ce match s'il y avait PSG Real Madrid, et même par rapport à 2018. Donc moi à choisir, j'aimerais bien un petit PSG Real Madrid, surtout que on n'oublie pas, mais si je me trompe pas, il y a toujours ce problème, justement, le Bernabéu n'est pas fini, donc le Real Madrid joue encore sur les terrains annexes, si je me trompe pas. Donc ça, faudra en profiter. Donc moi, je sais pas, Real Madrid, si je devais choisir. Peut-être en termes d'affiche, mais sinon le meilleur tirage au sort, ça reste Man U pour moi. Franchement, Ouais. Pour moi, même le premier du groupe G, hormis Lille. Pour moi, c'est plus bourbier que Man U. Man U, aujourd'hui, c'est un plus gros marasme que le PSG. Ouais, je vois. C'est pas faux. C'est vrai. Et toi, Nams, tu t'aimerais qui, toi, pour Je serais pas contre Chelsea, ça me tenterait bien. Ouais. Les retrouvailles avec Tuchel et Thiago Silva, ouais, ça me tenterait quand même. Ouais, ça me tenterait bien. Ah, toi, tu veux du lourd. Du sang. Tu veux du lourd, mais t'as raison. Mais c'est de toute façon, quand t'as avec des champions, il faut du lourd. C'est ça, t'es obligé. L'an dernier, Paris a sorti Bayern et Barça alors que le niveau de jeu était discutable. Je veux dire, tout est possible et encore mieux parce qu'au moins ça relève du mérite de sortir des grosses écuries. Donc jouer Chelsea avec l'antécédent Tuchel Silva et la forme de Chelsea, ce serait aussi un bon compromis en tout cas. Le prochain match, ce sera ni le Real, ni Chelsea, ni Manchester. Ce sera Saint-Etienne dimanche, messieurs, à 13h, un horaire plutôt compliqué. Plutôt, surtout le PSG n'aime pas jouer à ces horaires-là. C'est ça. Saint-Etienne qui est en opération survie, donc est-ce que le PSG sera capable de repasser devant et montrer une supériorité, parce qu'en Ligue 1 ce n'est pas non plus gagné sur la manière. On le verra dimanche sur un podcast. On reviendra sur ce match. En tout cas, merci messieurs d'avoir été là pour parler de ce match. Le dernier match des Champions contre Bruges n'aura aucune importance puisque le PSG va finir deuxième dans tous les cas. On va se concentrer sur l'année 2022. Il y aura le Ballon d'Or qui va arriver prochainement, certainement Lionel Messi. On aura l'occasion de discuter de tout ça dans un autre podcast en espérant qu'on puisse dire enfin du bien du PSG sur un podcast entier. Et ça, c'est pas le cas depuis le début de la saison. Il est monté de tête.
Pauletta dans la surface d'affaire. Oh le but exceptionnel encore une fois face à un Barthez maudit devant le Portugais. Pedro Miguel Pauletta. Ce coup franc. Oh là 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 là. Zlatan Ibrahimovic, 25e minute, le doublé en 2 minutes. Ça allait trop vite pour le mur, ça allait trop vite pour Steve Mandanda.